Imagine un instant que vous avez à peine 13 ans. Vous êtes couverte de soie et d'or, entourée par les hommes les plus puissants de l'Empire ottoman. Autour de vous, la musique résonne, les lampes illuminent les salons, et tous célèbrent votre mariage avec des sourires. Mais vous, au plus profond de vous, tremblez. Vous ne tremblez pas parce que vous ne connaissez pas bien votre mari. Vous l'avez à peine vu une seule fois, ni parce que vous devez abandonner pour toujours votre famille, que vous reverrez rarement. Vous tremblez parce que vous savez que dans quelques heures, quand les portes se fermeront et que la foule se dispersera, vous vous retrouverez seul avec un homme 3 fois plus âgé que vous dans une chambre où tout votre destin se décidera entre des draps de soie. Être une princesse ottomane ne signifiait pas vivre un conte de fées, mais affronter une nuit de noces qui n'était ni un acte intime, ni romantique, mais un examen cruel. Cette première nuit ne consistait pas seulement à perdre sa virginité. Elle signifiait démontrer votre valeur en tant que monnaie politique, préserver l'honneur de votre famille et vous soumettre à un système qui utilisait votre corps comme outil de pouvoir impérial. Ce que l'on attendait de vous n'était pas l'amour, mais une obéissance parfaite, du sang comme preuve et la promesse d'héritier. Le plus perturbant est que ces jeunes filles, devenues épouses trop tôt, comprenaient parfaitement ce qui était en jeu. Chaque regard des courtisans, chaque bijou remis en dot, chaque mot murmuré lors des cérémonies était un rappel que leur vie ne leur appartenait pas. Elles n'étaient pas des filles chéries, mais des traités vivants. Elles n'étaient pas de jeunes innocentes, mais des pièces stratégiques sur l'échiquier de l'Empire. L'Empire ottoman, à l'apogée de sa puissance, contrôlait 3 continents et dominait les routes des épices. Mais il gérait aussi l'une des industries matrimoniales les plus sophistiquées de l'histoire. Dans cet univers, les princesses étaient au centre des alliances, des promesses de paix ou de guerre, des instruments de fidélité et de soumission. Et le plus troublant, elles le savaient depuis leur enfance. Chaque leçon de poésie, chaque accord musical appris, chaque geste raffiné à table n'était pas un plaisir personnel, mais un entraînement pour séduire les diplomates, pour plaire aux époux, pour renforcer les traités. Aujourd'hui, nous allons dévoiler une vérité qui brise l'image dorée des contes royaux. Derrière les murs brillants des palais et des harems se cachait un mécanisme qui transformait la peur en obéissance, l'innocence en stratégie et les mariages en affaires. Nous allons découvrir pourquoi les princesses les plus privilégiées de l'un des empires les plus puissants du monde craignaient avec terreur l'arrivée de leur première nuit de mariage. Et comment cette expérience a marqué non seulement leur vie, mais aussi le destin de tout un empire. Pour comprendre le véritable poids qui pesait sur les épaules d'une princesse ottomane, nous devons abandonner l'idée qu'elles n'étaient que de simples filles privilégiées entourées de luxe. En réalité, elles étaient des armes politiques à visage humain, des pièces d'un échiquier impérial où chaque mouvement pouvait signifier la survie ou l'effondrement d'alliances entières. Dès l'instant de leur naissance, elles n'étaient pas considérées comme des enfants, mais comme de futurs traités, comme des promesses d'union avec de puissants généraux, des gouverneurs provinciaux ou des familles influentes dont la loyauté pouvait définir la stabilité du trône. Lorsqu'un sultan avait une fille, il ne célébrait pas seulement l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Ce qui naissait réellement, c'était une carte de négociation, un lien diplomatique qui pouvait être joué au moment exact pour garantir la paix ou étouffer les rébellions. Cette vision pragmatique transformait les princesses en ressources aussi précieuses que des armées ou des trésors. Elles étaient, littéralement, de la chair à politique. La préparation de ces jeunes filles au destin qui les attendait était méticuleuse et, aux yeux modernes, cruellement calculée. Leur éducation ne visait pas le développement de talents personnels, mais le perfectionnement d'aptitudes utiles à la cour et à la diplomatie. Elles apprenaient des langues étrangères parce qu'une princesse polyglotte impressionnait les ambassadeurs et facilitait les alliances internationales. On leur enseignait la poésie et la philosophie non pas pour nourrir leur esprit, mais parce qu'une épouse cultivée pouvait flatter un allié et, par conséquent, le rendre plus loyal. Même la musique qu'elles pratiquaient et les danses qu'elles mémorisaient n'étaient pas pour leur plaisir, mais pour divertir des maris qui représentaient des intérêts politiques vitaux.
Mais le plus inquiétant du système ottoman était la paradoxe qu'il imposait à ses princesses. Contrairement aux jeunes nobles d'Europe, qui en se mariant passaient automatiquement sous l'autorité de leurs époux, les princesses ottomanes conservaient un statut supérieur. Elles, étant les filles directes du sultan, avaient un rang plus élevé que leurs maris, même si ceux-ci étaient de puissants commandants ou gouverneurs. Elles pouvaient contrôler leur propre foyer, administrer des ressources et, en théorie, même refuser l'intimité physique indéfiniment. À première vue, cela pourrait sembler un privilège extraordinaire, une forme d'émancipation en avance sur son temps. Mais en réalité, c'était une arme à double tranchant. Ce pouvoir, loin de les libérer, les chargeait d'une pression insupportable. La question n'était pas de savoir si elles seraient obéissantes, mais comment elles utiliseraient cette autorité pour maintenir le délicat équilibre entre leur propre rang et l'ego de leur mari. Une erreur de calcul pouvait transformer un allié en un ennemi mortel. Chaque geste, chaque mot, chaque décision était évalué à la loupe, non seulement au sein du foyer, mais dans tout le palais. Lors de leur première nuit de mariage, la différence avec les princesses européennes était brutale. Alors qu'en Occident, l'attente était simple, consommer l'union et engendrer des héritiers, dans l'Empire ottoman, la jeune épouse devait faire preuve d'astuce politique, de capacité de négociation et de maîtrise émotionnelle. Elle devait savoir jusqu'où céder et quand s'imposer. Elle devait paraître soumise sans perdre son autorité, devait plaire sans cesser de commander. C'était une danse de pouvoir si délicate que même des femmes adultes auraient eu des difficultés à la soutenir. Mais ici, c'étaient des jeunes filles, à peine adolescentes, à qui l'on exigeait la maturité de stratège. Ce jeu d'apparence atteignait son apogée lors des mariages impériaux. Ces cérémonies n'étaient pas de simples fêtes familiales, mais de véritables exhibitions de richesse et de suprématie politique qui pouvaient durer des semaines entières. Chaque détail avait un but. Des défilés qui montraient à quoi la dot de la princesse aux banquets qui proclamaient la grandeur du sultan. Pour l'enfant qui devenait épouse, chaque salle pleine de tapis tissés à la main, chaque bijou exposé, chaque costume brodé pendant des mois par des dizaines d'artisans, était un rappel que sa valeur personnelle se mesurait en fonction de ce qu'elle représentait pour l'Empire. Et pourtant, la pièce la plus précieuse de toute cette dot n'était ni en or ni en soie. C'était sa virginité. Cette condition fragile et profondément intime devenait le plus grand trésor, la base sur laquelle reposait toute l'alliance politique. D'elle dépendait non seulement son honneur, mais aussi la stabilité de sa famille et la crédibilité de la cour ottomane. Ainsi, ces princesses grandissaient avec la conscience que leur corps était un champ de bataille politique et que leur destin se jouerait lors de cette première nuit qu'elles redoutaient tant. Si les princesses ottomanes étaient considérées comme des armes politiques, leur virginité était la poudre qui les rendait utiles. Il n'existait pas de symbole plus puissant ni plus fragile dans tout l'Empire. Dès l'instant où des fiançailles étaient annoncées, la préparation du mariage tournait obsessivement autour de cet aspect, jusqu'à en faire l'axe absolu du destin de la jeune femme. Les cérémonies matrimoniales étaient des spectacles éblouissants qui cherchaient à impressionner tant les invités locaux que les émissaires étrangers. Il ne s'agissait pas seulement de fêtes, c'étaient des démonstrations de suprématie impériale. Pendant des jours et même des semaines, la dot de la princesse était exposée comme un catalogue de richesses infinies. Des tapis tissés avec patience qui valaient plus que ce qu'un paysan verrait de toute sa vie. Des coffres remplis de pierres précieuses capables de financer des campagnes militaires. Des costumes brodés de fil d'or, élaborés par des artisans qui passaient des mois sur une seule pièce. Chaque objet rappelait que la princesse représentait non pas une famille, mais tout un empire. Mais au milieu de cette ostentation, existait un silence brutal. Le bien le plus important ne se trouvait pas dans les salles remplies de trésors, mais dans le corps de l'enfant. La virginité se présentait comme le trésor le plus cher, celui qui définissait la valeur économique et politique de l'alliance. On supposait qu'une princesse intacte garantissait pureté, honneur et surtout légitimité. Plus la dot était élevée, plus la certitude de cette virginité devait être grande. La conséquence de cette logique était dévastatrice. Les jeunes filles grandissaient avec la conscience que toute leur vie, toute leur éducation, tout le poids de l'Empire se concentrait sur cette première expérience intime. Elles savaient que le moment venu, elles seraient en jugées non pas sur leur connaissance, non pas sur leur intelligence, mais sur un détail biologique qui se transformait en document politique.
Le plus effrayant est que beaucoup de ces unions s'établissaient lorsque les princesses n'étaient que des enfants. Des fillettes de 5, 6 ou 7 ans pouvaient être mariées à des hommes qui leur triplaient ou quadruplaient l'âge. La consommation, en théorie, était reportée jusqu'à ce que l'épouse atteigne la puberté. Mais cette attente se transformait en une condamnation psychologique. L'enfant savait exactement ce qui l'attendait, savait que son corps serait examiné, savait que toute la cour attendait ce moment comme s'il s'agissait d'une transaction économique en suspens. Le cas de Fatma Sultan, fille d'Ahmed III, illustre crûment cette réalité. À peine âgée de 5 ans, elle fut mariée à un commandant militaire de 42 ans. Vêtue de robes qu'elle ne comprenait pas, elle participa à une cérémonie qui scellait un contrat qu'elle ne pouvait imaginer. Pendant 7 ans, la consommation fut retardée, non par compassion, mais parce qu'elle était trop petite pour survivre à une grossesse. Mais cette attente ne signifiait pas la liberté. C'était un état d'anticipation constante, une enfance vécue sous l'ombre de l'inévitable. Fatma grandit en observant d'autres jeunes filles du palais se transformer en femmes, sachant qu'un jour ce serait son tour, avec la peur installée dans chaque recoin de son esprit enfantin. Et quand son premier époux mourut au combat, loin d'être libérée, elle fut immédiatement remise à un autre homme plus âgé, d'un âge proche de celui de son propre père. Cette fois, à 13 ans, il n'y avait plus de prétexte, elle devait consommer immédiatement. Ainsi, la jeune femme comprit que sa vie ne lui appartenait pas, que son corps était un contrat vivant et que la virginité, cette condition si intime, était traitée comme une marchandise sur le marché de la politique. Le plus perturbant était qu'elles le savaient toutes dès leur plus jeune âge. Il n'existait pas d'innocence, car la peur et l'attente rongeaient chaque jour de leur enfance. Elles grandissaient en comprenant que leur valeur ne résidait pas dans ce qu'elles étaient, mais dans ce qu'elles n'avaient pas encore fait. La virginité se transformait en un fardeau qu'elles ne pouvaient partager ni avec leur mère, ni avec leur sœur, car toutes étaient prises dans la même chaîne de silence. Dans ce scénario, les mariages n'étaient pas des célébrations d'amour ni d'espoir. C'étaient des transactions soigneusement calculées dans lesquelles une jeune fille devenait une monnaie d'échange et sa première nuit, l'instant décisif qui définissait non seulement son destin, mais la stabilité de tout un empire. Le mariage d'une princesse ottomane ne culminait pas avec les banquets ni les défilés de trésors. Le véritable dénouement arrivait la nuit, quand les portes des salons se fermaient et que la foule se retirait. C'est là que commençait la partie la plus redoutée, la consommation. Aux yeux de la cour et de l'Empire, cette nuit n'était pas un acte privé entre deux personnes, mais une cérémonie publique enveloppée dans l'illusion de l'intimité. Les chambres destinées à cet effet n'étaient pas de simples dortoirs. Des chambres spéciales étaient préparées à l'intérieur du harem, bénies par les autorités religieuses et ornées de symboles de fertilité. Les tapisseries et les coussins n'étaient pas de simples luxes, c'étaient des rappels du poids dynastique qui pesait sur le couple. Chaque bougie allumée, chaque parfum répandu sur les draps, parlait du devoir de prolonger la lignée impériale. Pour l'enfant qui franchissait le seuil, ces décorations étaient les barreaux invisibles d'une prison où son avenir se jouait. Il n'y avait pas de véritable intimité. À l'extérieur de la chambre, gardes et serviteurs restaient attentifs, attendant d'entendre les sons qui confirmeraient que l'union avait été consommée. Le silence était insupportable. La princesse savait que, même si personne n'était physiquement à l'intérieur, une armée entière attendait dehors, jugeant sa capacité à remplir son devoir. L'échec n'était pas une option. Il ne s'agissait pas seulement d'un déshonneur personnel. Un mariage non consommé pouvait être interprété comme une offense politique, une erreur qui menaçait de briser des alliances, de provoquer la méfiance et de déclencher des représailles. Le paradoxe pour les princesses ottomanes était que, en théorie, elles détenaient un pouvoir unique. Elles pouvaient refuser. Elles pouvaient retarder la consommation, négocier, voire rejeter physiquement leur époux. Mais cette capacité était une arme à double tranchant. Chaque refus était une déclaration politique qui pouvait blesser l'orgueil du mari, remettre en question l'autorité du sultan ou créer des fissures dans le tissu des alliances. Ainsi, ce qui semblait un avantage se transformait en un autre fardeau insupportable. L'aube n'apportait pas de répit, mais un nouveau tourment.
Le matin suivant la première nuit se transformait en un rituel aussi humiliant que cruel. Il fallait présenter des preuves physiques de l'union. Les draps tachés de sang étaient exhibés devant les fonctionnaires du palais, les autorités religieuses et même les diplomates étrangers qui surveillaient la validité de l'alliance. Ce qui devait être intime et secret se transformait en un spectacle bureaucratique. Le corps de la princesse, réduit à une preuve, était documenté comme s'il faisait partie d'un contrat légal. Si les taches n'apparaissaient pas, le véritable horreur commençait. L'absence de sang était interprétée comme le signe que la princesse n'était pas vierge. Cela équivalait à une trahison politique. Peu importaient les raisons médicales, ni les variations naturelles du corps féminin. Un hymen qui ne saignait pas pouvait détruire des alliances qui avaient coûté des années de négociations. La jeune femme était accusée de tromper, de déshonorer sa famille, de mettre l'Empire en péril. Les conséquences pouvaient être dévastatrices. Du répudiation publique à la disparition forcée de la jeune fille, effacée des registres officiels pour éviter le scandale. La peur de ce dénouement a créé un sinistre répertoire de stratégies. Des conseillères du harem, des femmes qui avaient déjà traversé le même enfer, enseignaient aux jeunes filles des techniques pour produire des preuves convaincantes. Certaines recevaient des substances qui augmentaient le saignement. D'autres étaient instruites sur la manière de cacher de petites poches de sang animal sous leurs vêtements. Les plus désespérés allaient jusqu'à cacher des objets tranchants pour provoquer des coupures pendant l'acte, se mutilant pour ne pas faillir à leurs devoirs politiques. Imaginez des adolescentes pratiquant ces techniques, guidées par des mains qui furent aussi celles de fillettes terrifiées, montre à quel point le système avait transformé l'intimité en un théâtre macabre. Le mariage n'était donc pas une promesse de compagnie, mais une épreuve de feu où la valeur d'une vie entière dépendait d'un morceau de tissu taché. Et le pire, c'était que tous le savaient, la princesse, l'époux, les serviteurs, les diplomates. Personne n'ignorait que cette nuit était un examen public déguisé en rituel privé. La douleur physique se mêlait à l'humiliation émotionnelle et le lit nuptial devenait la scène d'une tragédie qui transcendait le personnel pour devenir une affaire d'État. Ainsi, la consommation matrimoniale dans l'Empire ottoman ne fut jamais un acte d'amour, mais un jugement politique. Un jugement dans lequel les princesses étaient condamnées d'avance, prises entre la peur d'échouer et la certitude que leur corps ne leur appartenait pas. Dans ces chambres parfumées, sous la lumière des bougies, on n'écrivait pas des contes de fées, on signait des pactes de sang qui décideraient du destin d'empires entiers. La religion, qui en théorie devait offrir protection et consolation, se transformait en un autre outil de contrôle sur les princesses ottomanes. La loi islamique reconnaissait le droit d'une femme à donner ou à refuser son consentement. Mais dans le cadre politique de l'Empire, ces garanties étaient déformées jusqu'à devenir un poids supplémentaire. Une princesse pouvait refuser la consommation de son mariage en alléguant des motifs religieux. Mais le faire impliquait quelque chose de plus dangereux. Déclarer publiquement que son époux était indigne, au risque d'insulter des familles influentes ou de déclencher des tensions diplomatiques. Le palais avait créé un système complexe d'excuses pour équilibrer religion et politique. Les princesses pouvaient retarder indéfiniment l'intimité si elles offraient des raisons acceptables. Dévotion extrême, fragilité physique, angoisse émotionnelle. Mais chaque argument devait être calibré avec une précision chirurgicale. Un excès de ferveur pouvait être interprété comme une critique du mariage arrangé. Une supposée faiblesse corporelle pouvait soulever des soupçons d'infertilité. Une mention de tristesse pouvait être considérée comme un signe d'instabilité mentale. Ainsi, chaque mot prononcé pour se protéger pouvait se retourner contre elle, les piégeant dans un labyrinthe sans issue. À cette charge s'ajoutait la surveillance implacable du harem. Après le mariage, la princesse acquérait son propre espace au sein de la cour, un foyer où, en théorie, même son époux avait besoin de permission pour entrer. Cela ressemblait à un privilège, mais en réalité, c'était un autre scénario de contrôle. À l'intérieur de ces chambres, chaque geste et chaque conversation étaient observés par des servantes qui rendaient de compte directement aux officiers du palais. Elles n'étaient pas de simples assistantes, mais des informatrices roumaines qui enregistraient le déroulement du mariage, la compatibilité du couple et, surtout, tout indice de grossesse.
Le corps de la princesse devenait une affaire publique. Ses menstruations étaient observées avec attention, ses changements d'humeur notés, son appétit mesuré comme un signe de possibles variations hormonales. L'intimité était réduite à un dossier médico-politique partagé avec des fonctionnaires et des conseillers. La vie privée, même pour les femmes les plus puissantes de l'Empire, devint un luxe inexistant. La pression pour concevoir un fils était immense. Une princesse qui ne tombait pas enceinte rapidement commençait à être perçue comme un problème. La légitimité de son mariage était remise en question et avec elle, l'alliance qu'il représentait. Mois après mois, ces menstruations n'étaient pas un processus naturel, mais une sentence publique d'échec. Chaque cycle signifiait une déception. Chaque retard éveillait des rumeurs. Chaque symptôme physique devenait un motif de spéculation. Les médecins du palais, avec des connaissances limitées et des croyances rudimentaires, étaient appelés à intervenir constamment. Ils recommandèrent des régimes restrictifs, des concoctions d'herbes et des procédures douloureuses qui, souvent, affaiblissaient plus qu'elles n'aidaient. Dans les cas extrêmes, ils pratiquaient des chirurgies primitives qui laissaient des cicatrices physiques et émotionnelles, impossibles à effacer. Et lorsque des fausses couches ou des naissances infructueuses survenaient, la faute retombait toujours sur la princesse. La douleur physique était multipliée par la honte publique, comme si perdre un enfant était la preuve d'une incompétence ou d'un manque de foi. La vie quotidienne au harem se transformait ainsi en un théâtre de surveillance permanente. Les princesses savaient qu'elles ne pouvaient exprimer de frustration envers leur mari, qu'elles ne pouvaient se plaindre du traitement reçu ni montrer de doute sur leur destin, car tout mot pouvait être rapporté et utilisé contre elles. Leurs servantes, apparemment loyales, étaient aussi des espionnes qui mesuraient l'obéissance et la disposition de ces femmes. Elles vivaient entourées de luxe, oui, mais à l'intérieur d'une prison invisible où le regard de l'Empire ne les quittait jamais. Et au milieu de ce réseau de pression, la seule chose qui pouvait leur garantir une certaine stabilité était la même que celle qui les détruisait, la grossesse. Concevoir un fils signifiait assurer leur position, consolider l'alliance, faire taire les soupçons. Mais cela impliquait aussi de risquer leur vie lors d'un accouchement dangereux, à une époque où la mortalité maternelle était extrêmement élevée. Ainsi, ce qui devait être un moment d'espoir se transformait en une autre condamnation. Mettre au monde un héritier à tout prix, même celui de leur propre existence. Dans l'Empire ottoman, religion, surveillance et fertilité formaient un triangle asphyxiant qui piégeait les princesses dans une routine de peur constante. Chaque prière pouvait être interprétée comme un défi, chaque geste observé comme une trahison, chaque menstruation comme un échec. Ce qui semblait un palais resplendissant était, en réalité, un scénario de torture psychologique où la foi, le corps et l'intimité étaient réduits à des instruments de pouvoir. Dans un système si impitoyable, la seule façon de survivre était d'apprendre à jouer avec les mêmes règles qui les opprimaient. Certaines princesses ottomanes ont développé des compétences que nous qualifierions aujourd'hui de manipulation psychologique, mais qui, à leur époque, étaient de simples stratégies de survie. Elles ont appris à sourire quand elles voulaient pleurer, à se montrer reconnaissantes quand elles étaient en réalité humiliées, à projeter l'obéissance tout en élaborant silencieusement des plans pour conserver un minimum de contrôle. La paradoxe la plus cruelle était que ces jeunes filles, à peine adolescentes, devaient devenir des maîtresses de la tromperie. Elles savaient que la sincérité pouvait les détruire. Exprimer la douleur, la peur ou la rébellion équivalait à signer leur sentence d'isolement ou de mort. C'est pourquoi elles cultivaient un talent extraordinaire, simuler. Simuler le plaisir pendant la nuit de noces pour ne pas être accusées de frigidité. Simuler une dévotion religieuse pour éviter les soupçons de rébellion. Simuler la soumission pour gagner du temps. Chaque geste était un calcul. Chaque mot, une stratégie. Mais le prix de cette habileté était exorbitant. Les princesses qui réussissaient à manipuler le système pouvaient rarement vivre des relations authentiques. Le véritable amour, l'amitié sincère ou la confiance totale devenaient des luxes impossibles. Le soupçon imprégnait tout. Cette servante était-elle loyale ou une espionne? Ce geste de tendresse de son époux était-il réel ou faisait-il partie de la représentation politique? Le cœur de ces femmes restait prisonnier d'une cage de méfiance perpétuelle. Le traumatisme était inévitable.
Aujourd'hui, nous appellerions cela un trouble de stress complexe. À l'époque, c'était étiqueté comme ingratitude, rébellion ou froideur. Celle qui devenait silencieuse après un mariage traumatisant était qualifiée d'insoumise. Celles qui craignaient l'intimité étaient cataloguées comme des épouses défectueuses. Au lieu de la compassion, elles recevaient punition et mépris. La douleur interne était interprétée comme une faute morale. Le cycle de violence se perpétuait de manière perverse. Les princesses plus âgées, qui avaient survécu à leur propre nuit de terreur, devenaient les instructrices des plus jeunes. Elles leur enseignaient à simuler, à saigner, à négocier avec la peur. Elles le faisaient convaincues de les protéger, mais en réalité, elles transmettaient le même traumatisme qu'elles avaient subi. Ainsi, le harem se transformait en une école de la douleur, où les victimes devenaient des bourreaux inconscients, renforçant les chaînes de la tradition. Certaines ont tenté de résister. Il y a eu des princesses qui ont refusé de se marier, qui ont essayé de retarder les cérémonies, qui ont même cherché à fuir. Mais la punition était immédiate et brutale. La désobéissance pouvait être payée par l'exil, par des mariages encore plus humiliants ou par la mort silencieuse dans les recoins du palais. Celles qui réussissaient à s'échapper étaient poursuivies et ramenées pour être exhibées comme un exemple de ce qui arrivait à celles qui défiaient le système. L'humiliation publique servait d'avertissement à toutes les autres. Et pourtant, même celles qui semblaient trouver une certaine félicité n'étaient pas non plus en sécurité. Une princesse qui parvenait à établir une relation stable avec son mari vivait sous l'ombre constante de l'instabilité politique. Il suffisait d'un changement d'alliance, d'un conflit inattendu, d'une trahison à la cour pour que ce mariage se défasse en quelques jours. Un époux trop indépendant pouvait être éliminé. Un lien trop solide pouvait devenir une menace. L'amour, lorsqu'il apparaissait, était un luxe fragile qui pouvait être révoqué à tout moment. La documentation qui nous est parvenue révèle un système d'abus psychologiques si systématique qu'aujourd'hui il serait classé comme de la torture. Et le plus inquiétant est qu'il ne s'agissait pas d'excès isolés, mais de procédures régulières, acceptées, institutionnalisées. L'Empire avait conçu un mécanisme parfait pour tirer le maximum de bénéfices politiques de ces femmes, tout en maintenant intacte la façade de privilèges et de luxe. Les princesses, qui aux yeux du monde semblaient vivre entourées de splendeur, étaient en réalité prisonnières d'un engrenage qui consumait leur humanité. Elles ont appris à survivre, oui, mais au prix de mutiler leur propre essence. Elles étaient des femmes puissantes en apparence, mais au fond, elles étaient brisées, blessées à l'intérieur, obligées d'interpréter un rôle constant pour ne pas être dévorées par le système. L'image la plus douloureuse est celle de ces jeunes femmes se regardant les unes les autres, sachant qu'elles partageaient le même destin, mais incapables de briser le cycle. Elles savaient qu'elles étaient des victimes, mais aussi les gardiennes du même tourment qu'elles avaient hérité. Et dans cette contradiction, elles vécurent, piégées dans un théâtre macabre où la souffrance se confondait avec le devoir, et l'obéissance se déguisait en honneur. L'image que l'Empire ottoman projetait vers le monde extérieur était celle d'une puissance majestueuse, soutenue par des richesses incalculables et des cérémonies fastueuses. Aux yeux des ambassadeurs et des chroniqueurs étrangers, les princesses vivaient dans un paradis de marbre et de soie, entourées de parfums, de musique et de luxe. Mais derrière cette façade resplendissante se cachait une réalité qui, vue d'aujourd'hui, peut être décrite comme un système de torture psychologique institutionnalisé. Les soi-disant cages dorées étaient exactement cela, des prisons couvertes d'or. Les jeunes femmes qui y vivaient étaient louées pour leur position, mais au fond, elles étaient prisonnières d'une machinerie conçue pour les contrôler jusqu'à leur dernier souffle. Le luxe fonctionnait comme un déguisement, un masque qui cachait la douleur, et en même temps comme un instrument de manipulation. La splendeur leur rappelait constamment qu'elles étaient privilégiées, qu'elles devaient être reconnaissantes, même si chaque geste d'apparente générosité cachait de nouvelles chaînes. Le plus pervers était la façon dont on leur faisait croire que leur souffrance était en réalité un honneur. On leur répétait que supporter la peur, la surveillance et le sacrifice de leur intimité équivalait à servir l'Empire, à protéger leur famille, à garantir la paix. L'abus se déguisait en devoir sacré, l'exploitation en privilège. Aujourd'hui, nous appellerions cela du gaslighting.
convaincre la victime que sa douleur n'est pas réelle, ou que si elle l'est, elle doit l'interpréter comme un privilège que peu de personnes possèdent. Les conséquences de ce système ne se sont pas arrêtées aux frontières de l'Empire ottoman. L'idée que la valeur d'une femme se mesurait à sa pureté sexuelle, que sa virginité était un document politique, s'est étendue bien au-delà d'Istanbul. Elle a influencé les coutumes matrimoniales dans différentes cultures, imprégné les systèmes juridiques et perpétué des attitudes envers la sexualité féminine qui ont survécu des siècles. Même dans les sociétés modernes, les échos de cet héritage résonnent. L'obsession de l'honneur, le contrôle des corps féminins, la méfiance envers l'autonomie des femmes. En examinant les récits du passé, on perçoit la contradiction la plus douloureuse. Les femmes qui semblaient les plus libres étaient en réalité les plus contrôlées. Les princesses qui vivaient entourées de servantes, de bijoux et de pouvoirs politiques étaient aussi les plus surveillées, celles qui pouvaient le moins décider d'elles-mêmes. La liberté était une illusion soigneusement construite pour cacher la prison invisible. Les documents de la cour ottomane montrent que ces abus n'étaient ni des accidents ni des caprices de certains hommes, mais des pratiques standardisées. Il n'y avait pas de place pour le hasard. Tout était réglementé, du moment de la consommation à la manière de présenter les preuves, des rapports des servantes aux évaluations des médecins. C'était un engrenage institutionnel qui transformait chaque princesse en un pion, en un dossier, en un objet de transaction. En comprenant cette vérité cachée, l'éclat des palais s'éteint. Les murs de marbre ne semblent plus être des symboles de grandeur, mais d'enfermement. Les draps brodés cessent d'être des ornements et deviennent des preuves judiciaires tachées de sang. Les banquets qui évoquaient auparavant l'abondance se transforment en théâtre de manipulation. Le soi-disant privilège se révèle être un masque qui cachait un prix insupportable. L'héritage de ces femmes ne se trouve pas dans les bijoux qu'elles ont portés ni dans les palais qu'elles ont habités, mais dans la mémoire de leur résistance silencieuse. Les rappeler, c'est reconnaître que ce que l'histoire a appelé honneur était en réalité oppression, que ce que la cour a décrit comme prestige était douleur, que ce que l'Empire célébrait comme alliance était l'exploitation systématique de jeunes filles transformées en instruments politiques. Ainsi, en dévoilant la vérité derrière ce privilège impérial, nous comprenons que les princesses ottomanes furent prisonnières d'un système sophistiqué, un système qui fit de la souffrance un devoir et de l'obéissance une forme de torture. Leur vie nous oblige à remettre en question non seulement l'histoire, mais aussi les récits qui, encore aujourd'hui, déguisent de l'oppression en privilège et la douleur en luxe. L'histoire des princesses ottomanes nous oblige à regarder au-delà de l'éclat des palais et des légendes romantiques qui, pendant des siècles, ont enveloppé la vie des familles royales. Derrière les murs de marbre, derrière les robes brodées et les bijoux resplendissants, se cachait un système implacable qui transformait l'intimité en un contrat, le corps en un champ de bataille politique et la douleur en une routine soigneusement orchestrée. Ces jeunes femmes, présentées comme des symboles de privilège, étaient en réalité les prisonnières les plus surveillées de l'Empire. Chacune de leurs décisions, chaque mot, chaque silence était chargé de conséquences pouvant altérer le destin de provinces entières. On attendait d'elles qu'elles soient obéissantes, astucieuses, fertiles, soumises et à la fois puissantes. Qu'elles acceptent la surveillance, le peur et l'humiliation comme une partie naturelle de leur devoir. Et le plus déchirant, qu'elles croient que tout cela était un honneur. Le contraste entre l'apparence et la réalité est ce qui rend leur histoire si bouleversante. Car de l'extérieur, tout semblait être un conte de fées. Les chroniqueurs parlaient de banquets interminables, de dots inimaginables, de princesses entourées de luxe que le commun des mortels n'aurait jamais osé rêver. Mais de l'intérieur, ces mêmes princesses tremblaient dans la solitude de leur chambre, sachant que leur vie pouvait s'effondrer en un instant si elles échouaient à l'épreuve de leur première nuit, si elles ne concevaient pas de fils, si elles ne parvenaient pas à équilibrer la fragile danse du pouvoir qui leur était imposée. En nous rappelant leur voix réduite au silence, nous comprenons que l'oppression ne se présente pas toujours sous forme de chaînes de fer ni de prisons sombres. Parfois, elle se déguise en privilèges, en honneur, en luxe qui cachent un prix impossible à payer.
Les princesses ottomanes ont vécu dans des cages dorées, convaincues que leur souffrance était un devoir, piégées dans un engrenage qui les utilisait pour soutenir la grandeur d'un empire. Le plus important à retenir aujourd'hui n'est pas seulement la dureté de leur expérience, mais ce qu'elle nous apprend sur le pouvoir et ses mécanismes, le contrôle des corps féminins, l'obsession de la pureté sexuelle, la réduction de la femme à un instrument politique, ne sont pas des pratiques enfouies dans l'histoire ancienne. Ce sont des idées qui, transformées et déguisées, continuent de résonner dans de nombreuses sociétés actuelles. La leçon qu'elles nous laissent est claire. Chaque fois que la valeur d'une femme est mesurée par sa virginité, chaque fois qu'elle est jugée sur son obéissance ou sa capacité à plaire, nous répétons les échos de ce même système. C'est pourquoi, en clôturant ce voyage à travers la vie des princesses ottomanes, nous devons considérer leurs histoires non pas comme des contes lointains, mais comme des avertissements. Des avertissements de ce qui se produit lorsque le pouvoir se déguise en amour, lorsque l'obéissance est imposée comme une vertu, lorsque la douleur est revêtue d'honneur. Elles n'étaient ni des héroïnes, ni des victimes au sens simple. Elles étaient des êtres humains qui ont fait de leur mieux pour survivre dans des circonstances impossibles, qui ont appris à négocier avec la peur, à manipuler quand cela était nécessaire, à résister en silence. Aujourd'hui, en nous souvenant d'elles, nous leur rendons quelque chose qui leur a été arraché, leur humanité. Car au-delà d'être des princesses, elles étaient des jeunes filles, des adolescentes et des femmes avec des rêves, des peurs et des désirs. Et même si l'histoire officielle les a réduites à des contrats politiques, leurs expériences nous rappellent que la véritable grandeur ne réside pas dans l'or ni dans le pouvoir, mais dans la capacité de reconnaître et de résister à l'injustice. Ainsi, la prochaine fois que nous entendrons parler de contes de princesses, de romances royales ou de vitch de luxe, souvenons-nous de ce qui se cachait derrière ces murs de l'Empire ottoman. Rappelons-nous que derrière chaque histoire de privilège peut se cacher une prison déguisée en palais. Et souvenons-nous surtout de ces jeunes femmes qui méritaient l'amour au lieu de la peur, la liberté au lieu des chaînes, l'humanité au lieu du silence.